deux villes. Dans l'une, il y a un gratte-ciel de 300 mètres de haut. Le sol tremble tellement qu'on ne peut rester debout dans la rue et le sommet de la tour se décale alors d'un demi-mètre sur le côté. D'un côté puis de l'autre, rien ne se passe. Le bâtiment reste debout. Et dans une autre ville, un immeuble résidentiel de 5 étages. Le séisme est son beaucoup moins fort, mais l'immeuble s'effondre comme un château de cartes en 11 secondes. Des centaines de personnes sont sous les décombres. La différence entre ces deux villes ne réside pas dans la force du séisme. Une ville a été créée par des personnes responsables de leur travail, de leurs biens et de leur réputation. Et l'autre par des personnes qui n'assument aucune responsabilité. Eh bien, ils volaient aussi un peu pendant la construction. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la technologie en elle-même ne sauve personne. C'est la responsabilité qui sauve. La technologie en elle-même ne sauve personne. C'est la responsabilité qui sauve. Et la technologie, c'est simplement ce qui apparaît lorsque la responsabilité existe. Aujourd'hui, je vais vous montrer où la pensée d'ingénierie a triomphé de la géologie, et où des normes de construction brillantes, écrites sur le papier et approuvées, n'ont sauvé personne. Parce que le papier et la réalité, messieurs, ils existent dans des mondes absolument différents. Enfin, j'expliquerai précisément le principe. Ni la technologie, ni l'argent, ni même la science elle-même ne séparent les villes qui survivent de celles qui deviennent des fosses communes. J'ai découvert ce principe pour moi-même grâce à Gollambus, et il ne concerne pas seulement les tremblements de terre, il concerne tout ce que nous voyons autour de nous chaque jour. Voyons ce qui se passe actuellement. Cette semaine, il y a eu un tremblement de terre. Je dirais même un double tremblement de terre. C'est à La Guaira et à Caracas, au Venezuela. Officiellement, il y a 164 morts et 700 blessés, mais ce ne sont que les chiffres confirmés. Le modèle de prévision élaboré par le service géologique des États-Unis indique que le nombre réel de morts pourrait se compter par milliers. Pourquoi donc ? La magnitude n'est pas le facteur principal ici. Le principal facteur, c'est une décennie de nationalisation, l'absence de propriété privée dans le secteur du bâtiment, l'absence de compagnies d'assurance indépendantes qui, dans une économie normale, vérifient avant d'accorder une assurance, avant d'assurer un bâtiment. Au Venezuela, le béton était coulé pendant des années sans vérifier l'armature. Des étages étaient ajoutés illégalement sur des structures qui n'avaient jamais été conçues pour supporter un poids supplémentaire. Et alors demandez-vous, qui en est responsable ? Personne. L'État qui contrôle tout n'assume aucune responsabilité personnelle. Absolument devant personne. Au Venezuela. Un détail que je révélerai un peu plus tard, il est crucial. Il est directement lié à ce qui s'est passé en Arménie il y a 37 ans. La même cause de décès sur un autre continent, à une autre époque, et maintenant, un exemple opposé. Los Angeles est situé plus près d'une grande faille que presque n'importe quelle autre ville densément peuplée sur Terre. San Andreas, c'est-à-dire à un peu plus de 40 miles. Et pourtant, les gratte-ciels continuent de s'élever. Prenons le Wilshire Grand Centre, le plus haut bâtiment de la côte ouest des États-Unis. Son noyau s'enfonce sur 5 étages sous terre et s'élève à 850 pieds d'eau de haut. Il est entouré de contreventements en acier, spécialement conçus pour se plier plutôt que de se casser, absorbant ainsi l'énergie du séisme au lieu de lui résister. Lors d'un séisme de calcul d'une magnitude allant jusqu'à 7,4, le sommet de cette tour peut se déplacer d'environ 40 cm sans endommager la structure. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Dans d'autres tours de Los Angeles et de Taipei, une solution encore plus élégante est utilisée. Un amortisseur à masse accordé, un gigantesque pendule pesant des centaines de tonnes, suspendu juste sous le toit. Quand le bâtiment oscille, le pendule se déplace en sens inverse et amortit les vibrations. Le principe que m'ont expliqué les ingénieurs de Scalteca. Ça a l'air simple. Un fil d'acier que tu plies d'avant en arrière ne se casse pas, il se plie. Plus la structure est haute et flexible, moins il faut d'énergie pour l'empêcher de s'effondrer. Mais attention, tout cela n'est pas un cadeau de la nature. C'est le résultat des actions en justice après le tremblement de terre de Northridge. En 1994, Northridge faisait partie de notre grand Los Angeles.
Les compagnies d'assurance refusaient d'assurer des constructions dangereuses, et les normes de construction étaient rédigées par des ingénieurs qui pouvaient eux-mêmes être tenus responsables de chaque erreur de calcul. Un peu plus tard, je vais vous montrer une ville où les normes de construction étaient brillamment rédigées, où les ingénieurs savaient tout ce qu'il fallait savoir, et pourtant, près de 60 000 personnes sont mortes. C'est l'exemple le plus important de cette vidéo parce qu'il détruit l'explication simple. Les pays pauvres meurent, les pays riches survivent. Souvenez-vous de cela. En résumé, l'Arménie. Le 7 décembre 1988, un tremblement de terre de magnitude 6,8, inférieur à ce dont je vous ai parlé à propos de Los Angeles, modéré selon les normes mondiales. Spitak a été presque entièrement détruite, Lenina Khan, qui s'appelle aujourd'hui Gyumri. 96, je crois, sur 835 immeubles se sont effondrés et ils avaient tous été construits selon une série standard soviétique spécifique, officiellement considérée comme résistante au séisme. Combien de morts ? 25 000 personnes. Officiellement. Eh bien, messieurs, multipliez tout de suite par 2. Nous connaissons les comptes rendus soviétiques, les comptes rendus new-yorkais, il existait des normes, des calculs, les ingénieurs soviétiques savaient les concevoir. Je pense que les bâtiments antisismiques ne sont pas pires que les bâtiments américains. Mais la construction en panneaux de l'époque de la stagnation signifiait une chaîne de montage où l'on économisait sur l'armature, on coulait le béton en violant les règles, et le contrôle qualité était, disons-le, une fiction. N'est-ce pas ? Parce qu'aucun des acteurs de la chaîne, ni l'usine, ni l'entreprise de construction, ni l'inspecteur, ne risquait ni sa propre liberté, ni son propre argent. En fait, il s'en fichait de tout. C'était la propriété de l'État. Et on le sait tous, si c'est à l'État, ce n'est à personne. En 2010, il y a eu 2 tremblements de terre, séparés seulement d'1 mois et demi. Haïti, c'était en janvier 2010. Magnitude 7 et, selon différentes estimations, entre 100 000 et 300 000 personnes sont mortes. Les normes de construction à Haïti n'existaient pratiquement pas. Chili, février 2010, magnitude 8,8. Probablement l'un des séismes les plus puissants de l'histoire des observations, des dizaines de fois plus fort que celui d'Haïti. Environ 500 personnes sont mortes. 500 fois moins de victimes. Lors d'un séisme qui, objectivement, était des dizaines de fois plus destructeur en termes d'énergie libérée. Le Chili construit selon des normes sismiques strictes depuis les années 1960, après sa propre catastrophe, je crois. En 1960, le séisme le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Le secteur de la construction chilien est un marché où les architectes et les ingénieurs portent une responsabilité personnelle, y compris pénale, pour les erreurs de conception. Ce n'est pas de l'altruisme. C'est la peur du tribunal et pour sa propre réputation qui a une valeur financière. Et maintenant, l'exemple que j'ai promis au début. Turquie, février 2023, magnitude 7,8. Environ combien de personnes sont mortes ? 59 000, je crois. La Turquie avait des normes sismiques modernes, la Turquie avait des ingénieurs qualifiés. Oui. Sur le papier, cela semblait aussi moderne qu'au Chili. La différence réside dans la pratique, qui porte un nom très intéressant, l'amnistie des constructions illégales. Qu'est-ce que c'est ? Contre une certaine somme, l'État légalise les bâtiments construits en violation des normes, sans l'armature nécessaire, avec des étages supplémentaires ajoutés illégalement. Les inspecteurs corrompus délivraient des certificats de réception, sans même se rendre sur le site. La loi existait, oui, bien sûr, mais le respect de la loi pouvait s'acheter. Cela détruit le mythe confortable selon lequel la pauvreté tue et la richesse sauve. La Turquie, c'est loin d'Haïti, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas non plus le niveau de développement d'Haïti. Mais elle a tué de la même manière. Ce n'est pas la pauvreté qui a tué, c'est la corruption. C'est-à-dire l'écart entre les règles écrites et les vraies incitations. Facile, c'est bien ça, non ? Je vais maintenant aborder un sujet concernant directement beaucoup d'entre nous, émigrés de l'ex-Union soviétique. Le même mécanisme qui a tué des gens à Spitak et en Turquie ne fonctionne pas seulement dans le domaine de la construction. Il fonctionne dans tous les domaines où l'État assume la fonction de garantir la sécurité. Mais il enlève à la personne concrète la responsabilité personnelle du résultat. Nous verrons ce même mécanisme à la fin.
Je vais montrer comment c'est précisément de là que viennent les décisions. Comment on peut l'utiliser pour trouver une solution. Revenons à notre point de départ. Venezuela. Arménie et Turquie en même temps. Contrôle d'État, sans responsabilité personnelle, plus des décennies de ruines économiques qui n'ont même pas laissé d'argent pour la corruption qui fonctionne au moins un peu en Turquie. Quand la construction, la supervision et toute l'économie finançant des bâtiments de qualité s'effondrent, le résultat est assez prévisible. Смерти, смерти, смерти. Construction de qualité, Venezuela. Maintenant, l'essentiel, c'est l'État. La technologie du gratte-ciel résistant au séisme à Los Angeles n'est pas tombée du ciel. Elle est apparue parce que l'institution de la propriété privée existe. Le propriétaire du bâtiment risque son capital. L'ingénieur risque sa licence et sa réputation. L'entreprise de construction risque un procès et l'assureur risque son argent lors du paiement. Chacun d'eux a une motivation personnelle et matérielle pour faire le calcul correctement. Parce qu'une erreur ne sera pas une tragédie abstraite arrivée à quelqu'un quelque part loin d'ici, mais une ruine concrète ou la prison pour une personne très précise, pour toi. André Galambas appelait cela la propriété primaire. Votre vie, vos idées, vos biens vous appartiennent. Et seulement de façon réelle. La responsabilité personnelle concrète pour les conséquences engendre la bonne foi. Là où la propriété est diluée, étatique, à personne, commune, la responsabilité collective s'évapore avec elle. La série de panneaux soviétiques à Leninakan a été conçue par des ingénieurs compétents, j'en suis sûr. Mais ces ingénieurs ne prenaient aucun risque eux-mêmes. L'usine qui enfreignait les règles pour couler le béton ne risquait rien. La norme est donc restée théorique, appliquée partiellement. Au fond, qui cela inquiète vraiment ? Le capitalisme de Los Angeles, c'est quand un ingénieur réalise un profit en créant de la valeur qui sauve objectivement des vies. Et c'est pourquoi il a intérêt à rester privé. Il pourrait même mentir, mais ce n'est pas dans son intérêt. Le système étatique du Venezuela, de l'URSS, dans une certaine mesure de la Turquie, en ce qui concerne la surveillance de la construction, cette règle existe parce que le chef en a parlé, parce que le contrevenant subira des coûts personnels réels. Ayn Rand l'a écrit. Ayn écrivait la même chose, d'un autre côté, la rhétorique altruiste, où tout le monde est responsable de tout le monde, signifie en pratique que personne n'est réellement responsable de quoi que ce soit. Absolument personne. L'intérêt personnel, encadré par la loi et le contrat, s'avère être un défenseur de la vie humaine bien plus fiable qu'une déclaration collective de préoccupation à son égard. C'est pourquoi je dis que la technologie n'est pas la cause, mais la conséquence. La cause, c'est essentiellement suivi des termes en c'est un système dans lequel la personne qui prend des décisions ne peut physiquement pas faire porter à quelqu'un d'autre le prix de son erreur. Et c'est là la bonne nouvelle. On ne peut pas empêcher les tremblements de terre ni les annuler, messieurs. On pourrait tenter de négocier avec le Tout-Puissant, mais il est difficile d'entrer en contact avec lui. Les plaques tectoniques ne demandent pas la permission. Mais nous savons avec certitude quel système minimise le nombre de victimes pour un même niveau de destruction. Parce que nous avons le Chili, Haïti, Los Angeles et Spitak. Les histoires se sont placées côte à côte, comme point de comparaison idéal. Ce n'est pas une théorie, c'est un cas réel, c'est observable. Ce n'est pas nécessaire, mais cela peut être fait dans tout pays prêt à offrir à ses ingénieurs, constructeurs et propriétaires ce qu'ils n'ont peut-être jamais eu. Une responsabilité réelle, personnelle, irrévocable pour ce qu'ils construisent, pour ce qu'ils font. Si cela vous intéresse, messieurs, abonnez-vous à la chaîne. Ah, téléchargez d'ailleurs le livre gratuit en suivant le lien sous cette vidéo. Après votre inscription à la newsletter, vous recevrez chaque jour un email. Vous recevrez une vidéo de 10 minutes et nous continuerons ces conversations étape par étape. Là-bas, c'est là que je le fais. Je pense que c'est encore plus amusant et intéressant. Entertaining, comme on dit en anglais. Et il est très clair d'où cela vient. On se voit dans la prochaine vidéo.